Bonjour à tous. Pour ces derniers épisodes de la saison, j'ai échangé ma chaise, ma casquette et mon micro avec celui de l'invité. Et j'ai prié l'ami Chris de Bardia de prendre la place de l'intervieweur. Chris, vous vous souvenez sans doute, est ce guide animalier qui était venu nous raconter le tigre du Népal et les animaux de l'Arctique, de l'Antarctique et de la Laponie au début de la saison 2. Après les condors et les camélidés latinos, ce tout dernier épisode de la saison 2 est dédié aux autres animaux et plantes des Andes. Armadillo, le tatou, Vizcacha, la vizcache, le tigre, le puma, et ces deux plantes tellement emblématiques que sont la quinoa et la yareta. Avant de laisser la parole à l'ami Chris, je vous informe que Baleine sous Gravillon vous accompagnera pendant toutes ses vacances, en juillet et en août, en diffusant chaque jour un épisode mémorable. Je fais le pari que ce grand best-of d'été sera peut-être l'occasion pour vous de combler d'éventuels oublis ou retards. Merci en tout cas pour votre fidélité, et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Nous vous retrouverons avec plaisir début septembre pour le début de la saison 3, pleine d'énormes surprises que nous sommes très impatients de partager avec vous. En attendant, suite et fin de la série consacrée aux animaux et aux plantes des Andes, chapitre 4. C'est parti. Bonjour Marc. Salut ami Chris. Marc, nous sommes à nouveau réunis pour poursuivre notre discussion sur ce premier volet des Andes et de ces créatures que tu as bien connues au cours de longs séjours et expériences professionnelles. On avait évoqué plusieurs animaux déjà emblématiques, mais évidemment, on ne sera pas exhaustif, mais il y en a certains qu'on ne peut pas ne pas aborder. Parmi ces animaux, il y en a un qui est vraiment très particulier, qui s'appelle le tatou. Le tatou des Andes en particulier, qui fait partie d'une plus grande famille où il y a de nombreuses autres espèces. Et celui-ci, le tatou des Andes, est un tatou qui vit en altitude et qui a la particularité par rapport aux autres tatous d'être un tatou velu. Il a des poils. Le tatou est un mammifère qui a la particularité d'avoir une carapace, et une carapace qui est articulée. C'est pas une tortue, proprement parler, il a des plaques de cornes, de kératine. Qui ressemble en effet plus à du cuir très dur qu'à des os, c'est un peu souple. Voilà, ça rappelle très vaguement, de façon très lointaine, le rhinocéros unicorne, qui est, pardon, je fais mes références avec celles que je connais. Donc ce tatou qui est dans les Andes, donc, est ce qu'on appelle le tatou à 9 bandes. Tu as rencontré cet animal, Marc ? Oui. Alors les tatous, on les voit, on voit les trous qu'ils font aussi. Malheureusement, on en voit qui sont écrasés sur les pistes qu'on parcourt pour aller escalader nos montagnes. Oui, on en voit. Et puis il y a un autre truc un peu triste, c'est que la carapace du tatou dans les Andes, en Bolivie, au Pérou, est utilisée pour faire un instrument de musique. On fait une toute petite guitare avec assez rigolote qui s'appelle le charango, qui est encore une fois quelque chose qui ressemble à un ukulélé. Anecdote de voyage. Un jour, j'avais une seule cliente et on a passé la frontière de la Bolivie pour rentrer au Chili, où elle était arrivée et où elle devait reprendre l'avion pour repartir. Et à la douane, en fait, j'avais pas du tout fait gaffe, c'est une de mes plus grandes erreurs professionnelles, c'est qu'en fait, à la base, elle avait acheté une petite guitare, elle avait acheté un charango qui était fait avec une carapace de vrai tatou. Et comme je l'ai déjà souligné dans l'épisode précédent, le Chili ne plaisante pas du tout avec la biodiversité, avec les règles, ne pas introduire de graines, etc., comme il peut y avoir dans d'autres endroits du monde. Toi, en Antarctique, moi, c'était aussi le cas au Galapagos, ils font très très attention à ne pas se polluer avec des plantes, des graines, des virus. Donc là, c'est pareil. En plus, le tatou est protégé, donc énorme problème. Donc j'ai dû parlementer des heures avec ces douaniers que je connaissais bien, parce que je passais souvent les frontières pendant toutes ces années. Ils étaient pas méchants, ils étaient gentils, mais là, c'était vraiment un crime de lèse-majesté. Et voilà, c'était une anecdote pour dire que au moins les Chiliens, comme tu l'as dit pour les pumas, ils sont quand même très réglementaires, très réglementés. Concernant le tatou, tu l'as dit, je voudrais parler de son petit nom local. En espagnol, c'est armadillo. Armadillo, ce nom veut dire le tout petit armé. Voilà, tu l'as dit, il a une carapace, elle est articulée, donc en gros ça veut dire le petit panzer, de son nom espagnol en tout cas.
Le tatou, il appartient à un superordre qui s'appelle les xénartres, c'est un nom compliqué, et en gros, c'est le cousin des fourmiliers et des pangolins. Voilà, ce superordre précédemment s'appelait les édentés. On a laissé tomber ce nom, maintenant c'est devenu ce nom compliqué, les xénartres, qui a à voir avec leurs grosses articulations. Une vingtaine d'espèces dans le monde. Et je voulais aussi parler de l'ancêtre du tatou, qui est connu pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire. C'était un de ces monstres caparaçonnés qu'on appelle le glyptodon, et dont on a retrouvé des restes et dans plein de musées. Et ces espèces de carapaces de la taille d'une petite voiture, hein. C'est des espèces de, pour le coup, de vrais panzers ambulants, les ancêtres du tatou, qui se sont éteints au Pléistocène, qui était cette période géologique qui a précédé la grande glaciation, c'était il y a moins 12 000 ans, hein, la dernière grande glaciation, et qui a mis fin à l'été indien de la planète qui a duré des dizaines de milliers d'années pendant ce Pléistocène. Voilà. Que te dire sur le tatou de plus? Je crois qu'il est beaucoup plus omnivore que myrmécophage, c'est-à-dire qu'il mange des fourmis dans les Andes. Il mange un peu ce qu'il trouve, hein, il n'y a pas grand-chose à bouffer là-bas. Et puis je voulais aussi de te parler l'évocation du tatou en te disant que dans les fables et dans les récits et dans la cosmogonie des Quechua, des Aymara, des peuples des Andes, le tatou a un statut et une image similaire à celle du renard dans nos fables de La Fontaine. C'est le petit malin, en fait, le tatou. Ok, petit malin, oui, j'ai su cette expérience de tatou aussi, comme petit malin, puisque moi, de façon très étrange, je l'ai vu sur les parkings qui mènent à la péninsule Valdés en Argentine, donc un endroit de nature, et ils sont assez malins pour aller de voiture en voiture, puisque les gens ont la maladresse de les nourrir là-bas. Ouais, c'est un truc qui te fait bondir, moi aussi. Péninsula Valdés, tu l'as dit, hein, aux rares personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un des endroits les plus fascinants sur cette terre. C'est là qu'il y a les fameux orques qui viennent choper de jeunes otaries en se jetant, en s'échouant volontairement sur la plage. C'est des images qui ont fait le tour du monde. C'est à la Péninsula Valdés où on voit aussi des éléphants de mer, des manchots, beaucoup d'animaux incroyables, Péninsula Valdés. Je le dis au passage, qui est en Patagonie, Argentine donc. Voilà, oui, donc c'est juste un passage, c'est juste un pas de côté, puisque on revient dans les Andes, hein, la péninsule Valdés est à l'autre bout de l'Amérique du Sud. Nous avons digressé. Donc on a fait un gros pas de côté. Donc on revient sur les Andes et les animaux emblématiques de ces Andes. Et je voudrais savoir, alors là c'est pour le coup un animal pour lequel j'ai trouvé assez peu d'informations et qui est assez... moi si je le décris, il ressemble un petit peu à un lapin. Hein. Je veux parler donc du fameux Vizcache. Ou de là, comment on dit, Marc? La Vizcacha. La Vizcacha. La Vizcacha. Alors Santos, j'hésite à faire cette blague. Ce mec que je vénère, hein, qui était mon équipier, le chauffeur de nos circuits, qui était ce fils de Yatiri, de chaman, qui m'a tellement appris, qui savait tellement de choses sur les plantes, sur les animaux. La grande blague, une des grandes blagues de Santos, c'était de dire que la Vizcacha s'appelait Vizcacha parce qu'elle, je ne sais pas comment le dire de manière polie, qu'elle tirait de bis Cacha, ça veut dire prise deux fois. Et c'est une référence sexuelle à la grande activité. On pourrait comparer ça à nos lapins. Hein, on dit, comment dire, se comporter comme un lapin. Et donc voilà, il y avait une blague par rapport à ça, qui ne vaut rien de scientifique. Bref, Vizcacha, c'est un animal assez étrange, qui a des oreilles de lapin, une queue d'écureuil et qui a la taille d'un lapin, des yeux toujours un peu tristes, et qui vit dans les pierriers, dans les Andes. C'est également un rongeur, hein. Alors c'est un rongeur en effet, et elles ont un mode de vie, elles vivent en très très grande tribu, sans rentrer dans les détails, qui fait penser aux suricates. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de guetteurs, il y a des systèmes de couples dominants. Voilà, donc la Vizcacha, c'est un être très social. Elles sont très craintives, il faut avoir un bon œil pour les repérer, elles sont très mimétiques, elles ont la même couleur que les rochers dans lesquels elles se cachent, dans lesquels elles vivent. Et puis, comme partout, il y a des endroits où elles sont beaucoup plus sans gêne, beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, habituées au passage et où elles viennent quémander des petits bouts de repas. D'une nourriture qui n'est pas faite pour elles et qui Évidemment, probablement qu'on ne leur donne pas. les rend malades. On fait semblant de leur donner quelque chose pour la photo et puis on ne leur donne rien, ce qui est un peu salaud. Oui. Enfin, déjà, c'est pas mal de faire comme ça plutôt que de faire le contraire. Dis-moi, est-ce que Santos est... j'imagine que oui, puisque c'est un habitant d'Amérique du Sud et la pratique culinaire dont on va parler est propre à beaucoup de pays. Est-ce que Santos mangeait du cuy? Oui, alors je pense qu'il en a sans doute mangé. On n'en a jamais parlé, lui et moi, parce que c'est pas un truc courant au Chili, où j'étais quand même basé et où je passais
clair de montant, même si on faisait de fréquentes incursions au Pérou et en Bolivie. Alors le couille dont tu parles, qui se prononce non pas le couille, t'as envie de dire ça, mais ça se dit bien couille, hein, il n'y a pas de moyen de contourner ça. Et couille, C-U-Y en espagnol, c'est le nom du cochon d'Inde. Quelle ne fut pas ma surprise quand je venais de... Alors, j'ai vu ça en Équateur, et c'était longtemps avant d'arriver même au Pérou, donc je ne connaissais rien à la faune, la Oui, parce flore. qu'au Pérou, c'est vraiment un des plats nationaux. Hein, je veux Voilà, dire, c'est. voilà. Moi, j'ai vu ça pour la première fois en Équateur, je suis tombé dans un village, je sais plus où c'était. Parmi les échoppes, il y avait de longues brochettes sur lesquelles étaient empalées des couilles, c'est-à-dire des cochons d'Inde complètement écartelés, qui là-bas est un plat. Le couille se mange, quoi qu'on en pense. Hein. Et donc j'ai pas pu en manger. Je dis pas ça pour faire plaisir. C'est vrai que j'en ai même eu quand j'étais môme, hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc j'ai pas pu en manger. Mais voilà, il se trouve que dans ces pays, le couille, le cochon d'Inde, est élevé pour être mangé. Et puis la présentation est quand même bon. On mange des animaux, bien sûr, dans nos contrées, mais là, l'animal est vidé, il est aplati. Donc C'est on horrible. dirait qu'il est allongé sur le ventre, quoi. Et puis il a la tête qui est sur le bord de l'assiette. Hein, bientôt, il nous regarde. Si c'était pas aussi triste, ça serait comique. C'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression qu'il a été aplati au rouleau à pâtisserie Je pense que c'est le cas. et écartelé. Enfin bon, c'est un peu horrible et je te propose d'enchaîner parce que là, on va perdre tout le monde là. Très bien, très bien. Alors, parmi donc des animaux qui sont importants, non seulement dans les Andes, mais qui sont aussi Alors pardonne-moi Chris, je voudrais ajouter quelque chose sur le couille. Mis à part, je voudrais pas en rester là en fait. ok. Je voudrais dire que ce qui s'appelle le couille, de manière aussi assez rigolote dans les pays hispanophones, hein, dans les pays des Andes, s'appelle chez nous le cochon d'Inde. Alors là, pour le coup, pour le fan d'étymologie que je suis, il y a un vrai mystère. C'est pourquoi cet animal s'appelle cochon d'Inde. Ce n'est pas du tout un cochon. Son petit nom latin, c'est Cavia aparea pour l'espèce sauvage qui a donné l'espèce domestique qui s'appelle le Cavia porcellus, hein, le cochon d'Inde, qui, comme le loup a donné les chiens et comme le guanaco, on l'a déjà dit, a donné le lama. Bref, donc voilà, cet animal domestique et le produit, vient d'un animal sauvage au départ, le Cavia aparea. Cavy en anglais. Voilà, il n'est ni apparenté au cochon, pas du tout, et c'est un mystère. Pourquoi on appelle ça un cochon d'Inde est un mystère. On pense que c'est à cause de son cri qui s'apparente à celui du cochon. Faut y aller pour penser ça, mais c'est une hypothèse. Et quant à l'Inde, c'est la fameuse Inde que Christophe Colomb pensait découvrir. C'est cette Inde-là, des Indiens, des Amérindiens, et ce n'est pas l'Inde au-dessus de laquelle tu habitais au Népal. Donc voilà, gros mystère sur son nom, et qui est perpétué dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'en allemand, le couille, c'est le Meeresschweinchen, donc c'est le petit cochon des mers. Et là, c'est pareil, c'est très mystérieux. Et on pense que, en fait, cet animal était appelé comme ça cochon d'Inde parce qu'en fait, il transitait par les bateaux pour être acheminé. Les premiers ont été amenés par bateau et de manière un peu grossière, on l'a dit qu'il venait d'Inde parce que tout ce qui était inconnu venait d'Inde à l'époque. Et pareil, même erreur en anglais, guinea pig. Donc le cochon d'Inde se dit guinea de la Guinée pig en anglais pour les mêmes raisons. Tout ce que les Anglais, pour les Anglais, tout ce qui était lointain venait de Guinée, de cette Guinée africaine. Et c'est pour ça qu'on dit guinea pig en anglais. Et pour finir avec ces noms, le cobaye, alors là pour le coup ce nom viendrait du tupi, donc qui est plutôt amazonien, brésilien, et à rapprocher de cabiai, qui est le nom du capybara, qui est tout simplement le nom du plus gros rongeur du monde qui fait 50 kilos, qui est la proie favorite des anacondas, et qui vit toujours pas loin de l'eau. Voilà, d'où vient le nom cobaye. Pardonne-moi, j'étais un peu long, mais c'est ce que je voulais dire sur le couille. Ouais, oui, ça valait le coup parce que vraiment, c'est une curiosité sud-américaine et on n'y échappe pas généralement quand on visite ce continent. Bien, je note, ça va me faire du travail post-émission. Une autre espèce emblématique, mais pas seulement des Andes. On vient de parler des camélidés, parlons de leurs prédateurs. Et un de leurs prédateurs principaux, eh bien, c'est le fameux puma. Le puma, nom latin Puma concolor, on trouvera dans beaucoup de bouquins Felis concolor. Il y a eu une évolution de la taxonomie sur cet animal.
On lui donne des noms vernaculaires différents suivant les endroits où il vit, puisqu'il peut vivre en Amérique du Nord également, on le trouve aux États-Unis. Le cougar. On peut l'appeler le cougar, on peut l'appeler la panthère de Floride, on peut l'appeler le lion des montagnes. Exactement, il y a certains États où il est chassé encore. Et il est assez différent, en tout cas dans sa taille, suivant les endroits où on le trouve. Je crois que le plus gros puma, on le trouve en Patagonie, sur la Terre de Feu. C'est d'ailleurs là où moi j'ai eu le grand privilège de le croiser, de le voir, de le photographier en compagnie de mon ami Diego, qui est certainement, ça n'engage que moi, mais je le dis, le plus grand spécialiste des pumas. À l'heure actuelle, il est très sollicité par toutes les chaînes animalières. Dis son nom. Diego Araya. Ah oui, je le connais. Oui. Voilà, et grâce à qui donc j'ai pu voir cet animal, qui est alors donc de bonne taille en Patagonie, ça fait environ en longueur donc aux alentours de 2 mètres, 2 mètres 30, suivant les endroits, hein, bien sûr, parce qu'il y a des endroits où il est beaucoup plus petit. Et puis, ça fait une 60aine de kilos. C'est grosso modo un peu la taille d'un léopard, quelque chose comme ça. Grosso modo, il y a des très gros léopards et des plus petits, donc c'est peut-être pas très parlant mon exemple. Mais la robe du puma, on va dire, elle est plutôt crème, voilà, grise, marron. Et puis donc c'est un chat qui peut ressembler pour des yeux de profane à une lionne, mais bien sûr c'est pas du tout le même animal, ils sont même pas dans la même famille. Il y a une très longue queue qui lui sert à s'équilibrer. Et c'est donc le prédateur, un des prédateurs d'Amérique du Sud, hein, puisqu'il y a d'autres chats en Amérique du Sud, mais en tout cas dans le milieu montagnard, dans le milieu andin, c'est un peu le prédateur principal. C'est un grand félin, mais il n'est pas lié avec les autres grands félins du monde. Il ne fait pas partie du genre Panthera. Et ça, c'est quand même important, parce que quand on parle de nature et de chats en particulier, il y a 2 grandes familles, pour faire très simple, hein, pour parler d'un problème compliqué, c'est qu'il y a la famille des chats qui peuvent rugir, et qui sont classés dans la famille Panthera. C'est une capacité physique qui vient de l'os hyoïde qui se trouve dans la gorge, et qui, lorsqu'il est partiellement ossifié, donc pas ossifié d'un bout à l'autre, permet aux animaux de rugir. C'est le cas du lion, c'est le cas du tigre, c'est le cas du léopard. Voilà, pas seulement, hein, il y a une très très grande gamme de sons, mais donc la puissance pulmonaire au niveau de la poitrine trouve un petit peu une espèce d'amplificateur avec cet osioïde. Or, le puma n'a pas cet osioïde. Donc si quelqu'un vous dit un jour j'ai croisé un puma et il a rugi, eh bien il ment. Hein, un puma, ça ne peut pas rugir. Et c'est pour ça qu'il n'est pas classé dans la famille des Panthera, qu'on l'a d'abord mis chez les Félix, et puis on lui a trouvé une famille à lui pour des raisons biologiques qui sont un petit peu compliquées pour notre énoncé. Est-ce que tu as vu toi-même un puma? Est-ce que tu l'as rencontré, le puma? Alors, je vais être tout à fait honnête, j'ai jamais vu de puma vivant dans toutes mes pérégrinations dans les Andes. Je n'ai pas eu ce bonheur, je n'ai pas eu cette chance. En revanche, j'ai vu au moins une fois un cadavre de lama qui venait d'être attaqué par un puma. Alors, j'ai parlé au début du fameux Santos. Je serais pas étonné qu'il ait tiré sur des pumas dans sa jeunesse non plus. Il faut savoir que c'est un petit peu le même problème qu'on a avec le loup en France et les bergers. Eh ben, en gros, le puma là-bas, c'est pareil. Les éleveurs de lama et d'alpaca ne l'aiment pas, le craignent. Alors bien qu'il y en ait très très peu et que cet animal soit extrêmement farouche, il est pas aimé des éleveurs, évidemment, qui lui tirent dessus. Hein. C'est pas rare qu'ils en abattent, malheureusement. Donc voilà. Donc moi, clairement, j'ai vu, je crois même 2 fois. C'est gros un lama et un guanaco aussi. Hein, et je repense à ces images de doc de la BBC où on voit par exemple une femelle qui chasse un guanaco et qui se blesse d'ailleurs en le chassant. Je crois que c'est BBC Planet Earth. Enfin bref. Donc non, je les ai pas vus. J'en ai vu un mort, figure-toi. Moi, j'étais spécialisé dans l'Ojos del Salado pour mes guidages de montagne. Et au pied de l'Ojos del Salado, dans le camp de base qui s'appelle Laguna Verde, il y avait, c'était très notoire, tout le monde allait le voir, il y avait un squelette pétrifié dans le sel de puma, qui était une sorte de lieu de recueillement pour ceux qui venaient escalader l'Ojos. Et le puma était quasiment conservé. C'est-à-dire qu'on voyait encore son pelage. Enfin, c'était loin d'être un squelette blanchi, si tu veux. Et c'est drôle parce que voilà, je suis resté quelques années là-bas et d'une année sur l'autre, il y a quelqu'un qui, je sais pas comment ils ont fait ça, ils ont dû venir avec un pic et ils ont prélevé le squelette de ce puma qui était une curiosité locale, de manière extrêmement pointilleuse. Tu as vraiment très bien parlé du puma. Je voudrais ajouter un truc qui concerne l'étymologie, c'est que le concolore de son petit nom latin, puma concolor, signifie qu'il est d'une seule couleur. Et ça aussi, c'est un truc notoire chez le puma, c'est qu'on, contrairement au jaguar, au tigre, voilà, il est ni rayé ni tacheté, il est uniteinte, uniforme. Et c'est ce que veut dire son nom latin. Donc là encore, l'étymologie raconte quelque chose.
Je voulais aussi dire que cet animal est un des recordman de noms différents. Il y a 32 sous-espèces de pumas de par le vaste monde, donc essentiellement aux Amériques, tu l'as dit. Et on va pas évidemment toutes les dire, mais le tigre, puma, lion de montagne, différentes langues, différents pays. Il y a plus d'une quarantaine de noms différents pour cet animal. Alors c'est drôle parce que nous on connaît que le puma, mais ça rend humble. Chaque pays a son nom pour cet animal. Oui, et puis bon, comme tu dis, il y a beaucoup de sous-espèces et comme je l'ai déjà mentionné au début, il peut être très différent. Il y a des espèces de pumas qui sont très petits. Bien entendu, de ce fait, ça justifie aussi le fait qu'il ait plusieurs noms. C'est un animal qui, bien sûr, moi, amoureux des félins, m'est cher. En plus, j'ai eu la chance de l'observer plusieurs fois, hein, et vraiment de façon très proche, très rapprochée à quelques mètres. Hein. Vraiment, on a eu un échange de regards qui a été profond et qui a duré longtemps. Je constate, alors je ne sais pas si on peut étendre ça à tout le pays, mais en tout cas en Patagonie, le puma est en train d'être mieux entendu et mieux respecté par les éleveurs, justement. Il y a de nombreuses haciendas qui se reconvertissent à l'observation du puma. Notamment au Chili, en Patagonie chilienne où je suis allé, les haciendas donc offrent, ils vendent le gîte et le couvert justement pour des entreprises qui sont là pour nous montrer les pumas, nous emmener avec les 4x4 le matin et puis ensuite aller chercher les animaux. Et ce sont des anciens éleveurs. Ils ont encore quelques dizaines de têtes pour leur consommation à eux. Et comme tu l'as mentionné avec ton guide, moi j'ai parlé avec le propriétaire de cet établissement qui me disait que quand il était jeune, il tirait sur les pumas. Mais que maintenant, il voit que son profit est plus à les encourager à venir dans sa propriété que de les tirer. Moi j'ai constaté un très grand écart entre le Chili et l'Argentine. Du côté chilien, les gens préservent le puma. Dès que les pumas passent en Argentine, eh bien, ils finissent en asado. Et toi, tu sais ce que c'est un asado? C'est le barbecue. C'est le barbecue. Je ne sais pas dire ce qui va expliquer cette fracture entre ces deux pays, vraiment dans la façon dont ils abordent l'animal, mais je pense que les Argentins sont plus dans l'élevage encore, alors que les Chiliens sont en train de voir que une région comme la Patagonie est beaucoup plus propice à une espèce de tourisme. Alors je vais dire éco, hein, attention, c'est juste pour mettre la nature en avant, quoi. Et donc en conservant une nature plus authentique, ils voient une possibilité de prospérer plus facilement. Ok, oui, c'est bien. J'ignore tout ce que tu avais dit. Je savais même pas que Puma pouvait finir en asado en Argentine. Si, ça j'en suis certain parce que moi travaillant en Antarctique, on passe par l'Argentine, par la Terre de Feu ou par Punta Arenas, suivant qu'on vole ou qu'on parte en avion. Et donc je traverse souvent ces frontières. Et traversant ces frontières, je prends des taxis, je prends des véhicules pour aller aux différents aéroports ou aux différentes gares de bus. Et je parle toujours avec les chauffeurs de taxi. Un chauffeur de taxi, c'est fantastique quand on arrive quelque part. Il connaît tout. Il connaît nos attentes. Et moi, je me suis fait proposer un asado de Léon, de Puma, par un chauffeur de taxi. Justement, je lui pose la question innocemment sur cette route-là. Est-ce que vous voyez des pumas de temps en temps? Il dit oui, mais j'ai la carabine là, parce que si je vois un puma, je vais lui tirer dessus. Et il dit, là justement, bientôt il y a un asado qui est... voilà, donc ça c'était très anecdotique, hein. Je dis pas que c'est systématiquement tout le monde là-bas en Argentine, je veux froisser personne, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, alors que c'est interdit, hein. C'est bien sûr une espèce protégée, en Argentine y compris. On poursuit avec des animaux emblématiques, importants parmi d'autres, hein. On a aussi dans les Andes et en Amérique du Sud, on a, je vais dire une bêtise naturaliste, mais on a notre autruche locale. On a un oiseau qui ressemble à une autruche et on l'appelle le nandou d'Amérique, Rhea americana. Donc c'est une espèce d'oiseau d'Amérique du Sud qui est voisine d'ailleurs de l'autruche. C'est le plus grand oiseau d'Amérique, les adultes peuvent peser 25 kg et mesurer environ 1,50 m. C'est un oiseau qui malheureusement est quasi menacé, il court très vite et il a des enjambées d'environ 1,50 m et une vitesse jusqu'à 60 km/h. Il est la proie en particulier, je me souviens aussi d'en avoir vu de nombreux en Patagonie, et il fait partie de la casserole du puma. Et du zorro, du renard. Ah, et du zorro, oui, pour les petits. Les jeunes, oui. Oui, pour les petits, bien entendu. Est-ce que tu as rencontré cet animal, Marc? Oui, alors on le voit moins souvent que les vigognes qui sont omniprésentes, on les voit partout, les vicuñas. Le ñandú, hein, parce que c'est bien un aigné, hein, un N avec un petit tilde au-dessus. Ouais. Là-bas, je tiens aux appellations locales. Donc le ñandú, oui, c'est un peu tu l'as dit, le plus grand oiseau terrestre de là-bas. Comme d'habitude, je voudrais un peu m'attarder sur l'étymologie. Son nom, d'ailleurs, pas que latin, c'est Rhea.
R-H-E-A, Rhea. Et ce nom lui a été attribué, alors c'est rare que je le fasse, mais par un certain Paul Meuring, qu'on imagine allemand, en 1752. Bref, et j'en parle parce qu'en fait, il l'a appelé comme ça, parce que c'était un animal qui était cantonné à la terre, et Rhea, c'était la mère de Zeus, c'était l'épouse de Cronos, et donc, c'est encore une étymologie magnifique, je pouvais pas la laisser passer, celle-là tu le comprendras, j'espère, Chris. Donc cet animal s'appelle le Rhea, en l'honneur de la maman de Zeus, parce que cet animal vit cloué au sol. Hein. Il est aptère, enfin il a des moignons d'ailes, il ne vole évidemment pas du tout, et à rapprocher de ré, le suffixe grec qui signifie la terre. Tu as parlé du Rhea americana, il y a deux espèces hein, en Amérique du Sud. Rhea americana, c'est Argentine-Brésil, et Rhea pennata, c'est celle que je voyais moi, plus haut dans les Andes. Voilà. Je voulais aussi te dire, on serait pas complet sur les noms et l'étymologie, je serais pas comme ça à chaque animal, mais le nom Nyandu, dont on a fait le nom français Nandu, le Nyandu vient du Guarani, qui est encore une tribu, on va dire une peuplade amazonienne. Et c'est amusant parce que Nyandu Guasu, de son nom complet, ça veut dire la grosse araignée. Et donc, pour les Guarani, cet animal, quand il courait, avec ses pattes partout, là, et des ailes parfois dont il se sert un peu pour s'équilibrer, leur faisait penser à une grosse araignée. Comme quoi la poésie est infinie. Je voulais aussi dire, cher Chris, je ne sais pas si tu t'en réjouiras comme moi, qu'en juillet 2020, le président brésilien Bolsonaro a été mordu par un Rhea. Un animal qui a donc la rancune tenace, parce que Dieu sait que Bolsonaro ne fait pas beaucoup pour son pays avec, en gros, son immense tolérance vis-à-vis de ceux qui brûlent, en fait, l'Amazonie et aujourd'hui le Pantanal. Bref, une page un peu triste, mais c'est drôle de voir que Bolsonaro a été mordu par cet animal, ça m'a fait tellement rire quand j'ai lu. Et puis, dernière chose, le Nyandu fait partie des animaux qui étaient chassés par les gauchos en Argentine avec leur fameux bolas, c'est-à-dire ces trois pierres nouées ensemble qui lançaient comme un lasso, qui venaient se prendre dans les pattes des animaux. Et voilà, c'est comme ça que les gauchos, avec leur bolas, attrapaient les Nyandus qui se mangent aussi. Hein. Voilà, ça te fera pas plaisir, mais c'est une réalité. Enfin, plus aujourd'hui, hein. Ils sont protégés. Oui, oui, bien sûr, ils sont protégés. Ce qui n'empêche rien, hein, c'est pas parce que des animaux sont protégés qu'il n'y a pas de choses condamnables qui leur arrivent. On parle beaucoup d'animaux, mais l'Amérique du Sud, c'est un continent de découverte, bien sûr. Et à l'origine de ce continent, il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui dans notre nourriture et qui viennent de là-bas. Et je pense en particulier, on dit la quinoa. Ouais, merci de ton souci. Moi, j'aime bien appeler les choses du nom qu'on leur a donné dans le pays où elles sont. Et c'est vrai qu'en français, on dit le quinoa, et à chaque fois que je parle avec quelqu'un et que j'entends le quinoa, alors c'est pas pour faire genre j'ai vécu là-bas ou quoi, c'est juste qu'en effet... Un peu quand même, peut-être. Allez. Mais vraiment, toute ma vie, moi j'ai découvert la quinoa là-bas, et en effet, on dit en espagnol la quinoa. Et c'est un peu comme si on me disait la soleil ou le lune. Enfin, c'est un truc qui me choque profondément. Mais juste l'oreille. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc bref, la quinoa, oui, plante ô combien emblématique, impensable de ne pas en parler. Donc la quinoa appartient à la famille des amarantacées. Et c'est une cousine de la betterave, des épinards et donc de cette fleur qui s'appelle l'amarante. La quinoa est une pseudo-céréale, ce n'est pas une céréale, hein. Les céréales sont des herbes. La quinoa est, comme je l'ai dit, plutôt quelque chose qui ressemble à une sorte de buisson. Pas une tige comme le blé ou l'orge. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une pseudo-céréale. En effet, ça donne des petits grains, qui sont des petits grains de quinoa, qui sont parmi la nourriture la plus saine du monde. Il y a tous les acides aminés essentiels dans la quinoa. Donc, je les ai notés quelque part. J'ai imaginé que tu me demanderais des noms d'acides aminés. Eh bien, je les ai cherchés. Tryptophane, lysine, méthionine, leucine, isoleucine. Voilà, il y en a encore d'autres. Plus que 8 en fait, mais il y en a 8 qui sont essentiels. Donc, il y a ça dans le quinoa. 20% de protéines. Donc, c'est une plante vraiment qui est excellente pour la santé. D'où son succès. Hein. Qui aujourd'hui ne connaît pas la quinoa? Même Mélenchon en a fait un de ses plats favoris. Tout le monde le sait. Je voudrais en revenir à des choses plus sérieuses. La quinoa était appelée par les Incas la Chisiyamama, ce qui veut dire la mère de tous les grains. C'est un nom très émouvant qui montre à quel point cette plante était importante pour eux. Et chez les Quechua et les Aymara, c'était le grano de oro, donc j'ai même pas besoin de le traduire, c'est le grain d'or, qui montre aussi son importance. Dire aussi que les grains de quinoa ont été dédaignés par les Espagnols. Pourquoi ?
parce qu'ils sont entourés d'une espèce de membrane en saponine. Et la saponine, c'est une substance qui est empoisonnée, et ce qui fait que les oiseaux ne mangent pas la quinoa dans les champs, parce qu'ils le savent. À l'état brut, si elle n'est pas nettoyée, si elle n'est pas débarrassée de cette mini-écorce qui est autour de chaque grain, la quinoa n'est pas vraiment comestible. La saponine n'est pas très dangereuse, mais c'est quand même pas comestible, c'est un mini-poison. Donc il faut la traiter, il faut la laver avant de la manger, ce qui est fait aujourd'hui. Depuis 70, la quinoa est une star mondiale. Elle est même cultivée en France aujourd'hui, dans l'Anjou, en Corrèze. Les principaux pays exportateurs restent le Pérou, le Bolivie et dans une moindre mesure l'Équateur. Il y en a un tout petit peu au Chili. 30 000 tonnes par an, c'est énorme. La moitié file direct aux USA, un tiers en Europe. Je ne vais pas tout citer. Finir par dire que pour les rares qui ne verraient pas à quoi ça ressemble à du millet, en fait, c'est des tout petits grains. Et enfin, il y a plein, pour ceux qui voyagent là-bas et qui voient des champs de quinoa, il y en a qui vont dire que c'est rouge, d'autres noir, d'autres violet, d'autres beige clair. Il y a toutes les couleurs dans la quinoa, il y a beaucoup de variétés aujourd'hui. Et il y a même une variété qui s'appelle la dulce, qui contient justement très peu de saponine et qui est quasiment consommable telle quelle. Voilà. Il n'y a pas un circuit que j'ai fait au cours duquel je n'ai pas ramené mes 1 ou 2 kilos de quinoa achetés sur place. Et là, pour le coup, je prenais des gros risques très volontaires, puisque au même titre que toutes les autres graines ou êtres vivants ou pommes ou oranges ou machin, les douaniers faisaient la chasse à ça et je les planquais bien au fin fond de mes malles cuisine pour qu'elles ne soient pas détectées. Merci pour toutes ces précisions sur cette graine qui est très largement consommée en France. C'est vrai que c'est venu assez tard finalement dans nos assiettes. Comme tu l'as dit, à cause de la saponine, mais également, je pense que les conquérants espagnols n'ont pas pu faire de pain avec. Très juste, j'avais oublié. Parce qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Exactement, bien dit. Bien et donc, on ne peut pas faire de pain. Bien entendu, le monde végétal est immense et il nous faudrait 10 émissions. Celle-ci commence à tirer à sa fin. Juste une dernière chose, j'ai essayé de faire des recherches efficaces sur la dernière plante dont je voudrais que tu nous parles et je n'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce que tu as déjà abordé une yareta? Oui, alors la yareta, tous ceux qui sont allés dans les Andes l'ont vu, au Chili, partout où c'est très haut, il y a des espèces de gros amas végétaux qui peuvent faire plusieurs mètres cubes, qui sont durs comme de la roche. C'est des gros coussins arrondis, et cette plante s'appelle la yareta. Yareta 2L-A-R-E-T-A, ou avec un Y, c'est comme on veut. Son petit nom latin, c'est Azorella compacta. Azorella compacta. Elle fait partie des apiacées, autrement appelées les ombellifères. C'est donc une cousine de nos carottes, céleri et autres ombellifères. La yareta pousse entre 3002 et 5300 mètres. Donc c'est vraiment une plante des hauts plateaux andins. Elle a été quasiment exterminée elle aussi parce que c'est un combustible que les locaux utilisent depuis les temps immémoriaux. Ils la prélèvent avec des gros pics, c'est dur comme de la roche, donc il faut vraiment y aller. Et ils la font sécher pendant 1 an, c'est très long à sécher, c'est très résineux aussi la yareta. Et donc ça a longtemps servi de combustible. Il y a eu une accélération des prélèvements de yareta qui a été vraiment quasiment exterminée, et c'est une plante qui est aujourd'hui protégée fort heureusement, par l'industrie des nitrates, qui est une grosse industrie au Chili, on l'a complètement oublié, mais avant les fertilisants synthétiques, chimiques, Bayer et autres, Monsanto, tout ça, les pays ont acheté le nitrate chilien qui était du nitrate naturel, qui se trouvait au Chili à l'époque. Ça a été une immense industrie il y a 1 siècle et demi. Et ça fait partie des choses qu'on pouvait visiter dans certains déserts chiliens. Tu l'as dit 1000 fois, on est dans les Andes, on y reste, je le disais juste au passage, mais ça servait aussi de combustible pour cette industrie-là, et donc ça a décuplé les prélèvements, et c'est là que ça a vraiment failli s'éteindre. C'est pas les petits villages qui en prennent de manière raisonnable qui ont failli éteindre cette plante, en fait. C'était, une fois de plus, l'industrie. Que dire sur la yareta? Je pense que voilà, j'ai fait le tour, c'est une plante qui ne peut pas vivre à l'ombre, et c'est pour ça qu'elle a cette forme rebondie pour pouvoir capter un maximum de soleil. Et voilà, c'est vraiment une plante des Andes et je n'envisageais pas cette émission sans en parler. Oui, bien sûr, c'est une particularité. Je sais même pas si ça se retrouve ailleurs ou s'il y a un équivalent ailleurs. C'est vraiment une curiosité qu'on trouve dans cette région du monde. Cette émission va toucher à sa fin puisque on est bien sûr très prolixe, très bavard et il y a tellement à dire. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Marc. Merci, à bientôt. Merci Chris, merci à toi. Un spécial merci pour avoir accepté de renverser les rôles et de me permettre de m'exprimer sur cette région de cœur où j'ai vécu. Et donc chapeau pour ta prestation. J'espère que les auditoristes seront aussi
heureux que moi d'avoir un instant échangé nos micros. Je pense que c'est une expérience qu'on reconduira. Avec plaisir en tout cas. Et je te tire mon chapeau, mon micro, tout ce que tu veux. Je te dis un grand merci et je salue tout le monde. Et à très vite. À bientôt. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleines sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleines sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleines sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallène, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.